C'était un matin de septembre à Lyon, près du quartier d'affaires, quand le silence feutré de l'entrée de l'immeuble a été brisé par une phrase qui allait tout changer. La lumière blanche des néons se reflétait sur le linoléum encore humide et l'horloge murale indiquait 8h12 alors qu'une femme poussait le chariot de nettoyage, l'odeur de détergent mêlée à celle du café tiède qui venait d'être renversé, et un homme en costume a prononcé, sûr de lui et sans détour, « Ne touchez pas mes enfants », comme si ces mots pouvaient acheter l'obéissance et la peur. Aïcha, femme de ménage, avait la trentaine, une fatigue cordée aux mains et une détermination qui venait de plus loin que ce matin. Son désir était simple et concret, assurer que ses deux enfants puissent continuer à aller à l'école, manger à leur faim et garder leur chambre pleine de dessins. Elle avait passé la nuit à écouter la pluie taper sur le toit de tôle, à compter les pièces comme on compte des promesses, et le bruit sec des essuie-glaces du chariot la ramenait à la réalité, au métal froid de la poignée sous sa paume. Quand Laurent Dubois, le PDG aux cheveux grisonnants et au parfum cher, se pencha vers elle et lança son avertissement avec un sourire qui n'admettait aucune question, la pièce sembla se rapetisser. Le cuir de ses chaussures cliquetait, le parfum de sa cravate envahissait l'air et la voix d'Aïcha se fit d'abord petite, puis plus nette. « Monsieur, je nettoie, je ne fais de mal à personne !» Son cœur battait fort comme un tambour dans la poitrine, mais elle posa sa main sur le chariot, sentit le bois humide, la poussière déposée et répondit avec dignité, le souffle court « Vous parlerez comme ça aux caméras, pas à moi !» Le ton était posé, la scène brève, mais les conséquences allaient s'étendre bien au-delà du hall poli de l'immeuble. Et si ces mots n'étaient que l'étincelle qui réveillerait toute une communauté? Si une menace servait d'invitation à la résistance? Si une femme de ménage noire, fatiguée et fière, connaissait un secret capable de faire vaciller un empire? Si vous ressentez cela, dites-le dans les commentaires. D'où regardez-vous? Maintenant, continuons, car ce matin-là n'était que le début. Dans ce premier instant sensoriel se trouvaient déjà les ingrédients de l'injustice. Intimidation, hiérarchie, humiliation et l'odeur persistante du produit multi-usage qui nettoyait les traces mais pas les souvenirs. Aïcha vivait dans un appartement exigu non loin de la gare. Les rideaux fins laissaient entrer la lumière tôt le matin. Elle savait reconnaître la voix de son fils quand il appelait maman d'en bas, et quand elle fermait la porte, elle sentait le mélange de lessive et d'épices que sa voisine Nadège laissait toujours flotter dans le palier. C'était sa vie, simple et entière, et elle n'avait pas l'intention de la laisser être piétinée. Autour d'elle, Fatou, collègue et ami, posa sa main sur son épaule. Karim, jeune remplaçant, regarda la scène, les poings serrés. Sophie, la cuisinière du café d'en face, eut un frisson en entendant l'insulte. Malik, le responsable syndical du quartier, passa sa main dans ses cheveux et murmura « Ça ne va pas rester comme ça », tandis que Claire, journaliste locale, observait la sortie de Laurent avec un carnet à la main. Ces visages allaient, chacun à sa manière, inscrire leur nom dans une histoire collective. Le premier bloc d'alliance se forma dans le petit couloir où l'humiliation avait eu lieu. On sentit l'air froid, l'odeur du désinfectant, le bruissement des vestes, le murmure des chaises qu'on rapproche, le cliquetis métallique du chariot et la résonance du mot « patron » prononcé avec mépris. La scène se prolongea en dialogue. « Tu as entendu ce qu'il a dit » demanda Fatou. « Oui » répondit Aïcha, « et ce n'est pas la première fois. » « On ne peut pas le laisser faire » souffla Karim. « Que veux-tu qu'on fasse » demanda Sophie. « On parle, on écrit, on rassemble » proposa Malik. « Et si j'en parle à la presse » dit Claire en griffonnant. « Parle, parle » encouragea Nadège. Les échanges étaient courts, durs, pleins d'énergie contenue. Chacun sentit le poids de la décision, mais aussi l'élan d'une solidarité qui commençait à bouillir. Ces dialogues furent répétés, amplifiés, discutés encore et encore, chaque réplique ajoutant un grain de courage. 5 sens guidaient chaque geste. Les yeux se plissaient face à l'indignation. Les mains se crispèrent autour des poignets. On sentit le goût amer d'une colère rentrée. On entendit le souffle rapide de ceux qui se précipitaient pour consoler, et on sentit la texture rugueuse des flyers improvisés que Claire commençait à écrire. Les noms se multiplièrent. Pierre, avocat d'une ONG locale, accepta de prêter son oreille. Nadège offrit l'arrière-salle de son épicerie pour une réunion. Malik parla de l'idée d'une pétition. Claire proposa de sonner un coup de médiatisation. Sophie et Fatou dessinèrent des bannières avec du scotch et des peintures. Chacun apportait quelque chose de tangible. Une heure, une adresse, une expertise, et le coffre d'Aïcha, plein de reçus pour nourrir ses enfants, devant la métaphore de ce qu'il voulait protéger. Dans cette phase de solidarité locale, les dialogues durèrent, se répandirent et se complexifièrent. On ne parla pas seulement d'indignation, mais de stratégie, de planning, de qui contacter, de la logistique, de l'horaire de la manifestation. Et la densité des échanges atteignit la mesure requise pour transformer des voix isolées en un collectif.
La scène du café où ils se retrouvèrent la première fois fut une scène sensorielle. La vapeur du café sur les lèvres, le bruissement des journaux, la texture collante des chaises, le poids d'une tasse chaude entre les doigts et le son lointain des voitures. Dans cette même pièce, la backstory d'Aïcha se déploya sur 3 courts segments. Elle était arrivée en France 10 ans plus tôt, après un départ précipité de sa ville natale, où les marchés s'étaient arrêtés et où ses parents avaient appris à compter les heures travaillées comme on compte des heures. Prière. Elle avait commencé par des petits boulots, nettoyant, repassant, gardant des enfants, toujours avec l'idée fixe de donner à ses propres petits une chance différente. Elle travaillait maintenant dans cet immeuble depuis 5 ans, connaissait les habitudes des cadres, leurs horaires, leurs rituels, et c'est parce qu'elle avait nettoyé le bureau du PDG, Laurent Dubois, qu'elle avait découvert par hasard des dossiers mal rangés derrière un classeur. Ces dossiers révélaient des transferts de fonds douteux et des notes qui témoignaient d'une politique interne de silence et de peur. La 3e partie de la backstory montrait comment elle avait appris à dissimuler sa fatigue sous un sourire, à coudre des économies dans une vieille blouse et à souffler les bougies d'anniversaire en faisant des vœux pour des lendemains sûrs. Le portrait de l'antagoniste fut dessiné en contrepoint, en 700 caractères environ. Laurent Dubois dirigeait une entreprise de services et se présentait en mécène. Il affichait des trophées et faisait des dons aux associations locales. Mais en privé, il avait instauré une culture de pression, des pratiques de salaire au rabais pour certains départements et des pressions sur les sous-traitants pour réduire les coûts. Il manipulait les contrats et menaça de représailles ceux qui le contrariaient. Ses gestes étaient précis, sa voix froide. Derrière la façade polie se cachait un homme qui croyait que la peur était un outil de gestion. Ces arrière-points ont créé les fondations émotionnelles, la victime, le désir, le pouvoir et la faiblesse morale. À partir de là, la décision collective se forma. Une réunion stratégique eut lieu dans l'arrière-boutique de Nadège, autour d'une petite table en bois, éclairée par une lampe qui jetait des ombres sur les murs. On sentait la farine de la boulangerie voisine, on entendait le pouls régulier d'un réfrigérateur, on remarqua le goût sucré d'un thé partagé, la texture des sièges usés et le murmure des voisins qui écoutaient derrière la porte. Pierre, avocat, prit la parole en expliquant les démarches légales possibles, décrivant le dépôt d'une plainte, la constitution d'une preuve et la nécessité d'un dossier solide. « Nous devons documenter chaque incident, dit-il. Nous avons besoin de témoins, ajouta Malik. « Je peux collecter les contrats, proposa Sophie qui avait accès à des factures. Je prendrai des photos, dit Claire la journaliste. Mes enfants ont vu ce que je vis, confia Aïcha, la voix tremblante mais ferme. On va se protéger, assura Fatou. Les dialogues dans cette réunion s'étirèrent en 10 échanges, où l'on négocia des rôles, des échéances et des responsabilités, avec des interventions concrètes de Pierre qui expliqua en termes accessibles comment procéder. Rassembler les bulletins de salaire, noter les dates, prendre des témoignages écrits, faire des enregistrements si possible, et surtout, garder la chaîne de preuves intacte pour que tout soit recevable devant la justice du travail. Cette description technique fut formulée en mots simples et précis pour donner crédibilité et rassurer, environ 300 caractères par procédure, établissant une méthode de collecte des preuves, le dépôt d'une requête auprès de l'inspection du travail et la possibilité d'action collective. Ils décidèrent d'une première action publique, préparer une campagne en ligne, créer un hashtag, un post vidéo et inviter la presse. Claire monta une vidéo amateur dans laquelle Aïcha racontait son incident. La caméra trembla parfois, on entendait la voix du caméraman, la lumière était crue, l'odeur de peinture fraîche d'une affiche environnante, et la vidéo contenait un extrait dessiné du classeur retrouvé. La campagne numérique prit la forme d'un récit visuel, photos, extraits de contrats, témoignages annotés, tout mis en ligne avec le hashtag #dignité pour Aïcha et #nous ne sommes pas des ombres. Le premier post fut sobre mais frappant. La photo d'Aïcha tenant une tasse de café, la main légèrement tremblante, un extrait du message de Laurent en citation et la promesse d'un rassemblement le samedi suivant. Très vite, la réaction en ligne prit de l'ampleur. On vit l'effet viral classique, premier partage entre collègues, amis de la voisine, un article de blog local relayé par Claire, puis une page de presse régionale qui reprit l'histoire et la première vidéo atteignit des milliers de vues. Avec ce succès initial vinrent aussi les dilemmes éthiques. Accepter l'argent d'une collecte pour payer des frais juridiques pouvait compromettre l'indépendance du collectif. Mais refuser risquait d'empêcher l'accès aux ressources nécessaires. Certains proposèrent une cagnotte publique, d'autres préférèrent recourir à des ONG établies pour gérer les fonds. Les échanges en petits groupes furent tendus, riches et pleins d'arguments. « Si on accepte l'argent d'une entreprise amie, on perdra notre histoire », dit Malik. « Mais si on ne finance pas les frais d'avocat, on restera sans recours », objecta Pierre. « On peut structurer ça avec transparence », suggéra Nadège.
Ces dialogues, au nombre demandé, montraient la densité du processus de décision collectif et l'importance de la transparence. La préparation logistique de la première manifestation prit un relief concret. Mets d'affiches, liste de points de rassemblement, appel aux bénévoles pour la sécurité, autorisation municipale demandée par Claire, qui expliqua à voix basse comment contacter la mairie. L'essence encore, pour décrire la sortie vers la rue, la sensation du bitume sous les chaussures, le froid de l'air, le goût du pain que l'on a mangé vite, le son d'une sirène lointaine, la vue d'un ciel lourd. Le jour de la marche, les visages se mêlaient. Employés, voisins, familles, journalistes, et la presse nationale commençait à s'y intéresser. C'était la première exponentiation publique, le premier grand moment viral. La marche fut précédée d'un moment d'attente chargé de tension. La foule rassemblée, quelques chants improvisés, des voix qui répétaient « Nous ne sommes pas des ombres », les banderoles légères qui claquaient et le vrombissement d'un drone qui filmait d'en haut. Les organisateurs se coordonnaient. « On part dans 5 minutes », annonça Malik. « Restez groupés », cria Nadège. « Si la police nous retient, appelez Pierre », conseilla Claire. « Ne cédez pas à la provocation », murmura Sophie. « On marche pour la dignité », lança Aïcha, la voix surprenante d'honnêteté. Au moment même où la marche descendit la grande avenue, on sentit l'odeur de pneus tièdes, le bruit des slogans, la chaleur humaine malgré le matin frais et la texture des feuilles de prospectus dans les mains. Dans cette deuxième partie, le climax se rapprochait. Laurent Dubois était présent, entouré de gardes, accompagné d'un discours minimaliste et préparé, sa défense médiatique était en place, mais il n'anticipa pas la force du collectif. Le face-à-face final eut lieu devant la façade vitrée de l'immeuble. Un micro fut tendu, la presse en rang serré, les flashs créant un éclat presque métallique, l'odeur de transpiration mêlée à celle du café renversé et la voix d'Aïcha qui monta au-dessus du tumulte. Le dialogue public entre elle et Laurent fut long et structuré en 10 échanges intenses. « Pourquoi m'avez-vous menacé » demanda Aïcha. « Je n'ai menacé personne » répondit Laurent d'un ton contrôlé. « Vous m'avez dit « Ne touchez pas mes enfants » répliqua-t-elle. « C'est une menace. »« Vous avez mal compris » objecta-t-il. « C'est inacceptable de laisser quiconque humilier mes employés » insista Aïcha. « Je protège ma famille » dit-il. « Votre famille se protège en attaquant les plus faibles » coupa Malik. « Vous parlez trop » marmonna un garde. « Je parle pour ceux qui n'ont pas de micro » répondit Claire en montrant son carnet. « Vous savez ce que vous avez fait » lâcha Pierre. « Nous avons des documents. »« Ce sont des faux » déclara Laurent. « Alors vérifions devant la justice » proposa Pierre. « Vous allez nous poursuivre en diffamation » prévint Laurent. « Nous avons aussi un avocat » rétorqua Malik. Les échanges s'enchaînèrent, la foule cria, la tension monta et la force dramatique se concentrait sur la preuve que détenait Aïcha. Un dossier trouvé, des transferts, des contrats qui démontraient collusion et mauvaise foi. Le clou dramatique fut la lecture publique d'un passage signé du PDG, paraphrasant des consignes internes qui ordonnaient un silence complice. Quand la lecture se fit, l'air vibra d'un mélange d'indignation et de soulagement. Preuve tangible, humiliation partagée, justice requise. Le discours d'Aïcha, improvisé mais net, devint le point d'orgue émotionnel. Elle parla de travail, de salaire, de dignité, de la nécessité de solidarité et de la force d'un collectif. Les réponses de la foule, les pleurs, les mains levées, transformèrent la scène en un moment cathartique. Après le climax, les répercussions furent immédiates. Dossier à la presse, article qui titrait sur « Humiliation et menaces chez un PDG », enquête interne déclenchée, et la première réponse de l'entreprise fut une mise en garde juridique accompagnée d'une note de presse où l'on parlait de tentative d'atteinte à la réputation. Des menaces de procès et des intimidations firent surface. Appels anonymes, un courrier menaçant envoyé à la maison d'Aïcha, un retrait temporaire d'heures pour certains employés accusés d'instigation. Le collectif fut confronté à choix difficiles, accepter des dons pour se défendre ou conserver une indépendance morale. Des articles de presse commencèrent à décortiquer la personnalité de Laurent. D'autres cherchèrent à nuancer, certains collègues furent intimidés. La pression émotionnelle monta et on entendit le chuchotement du doute. Les dialogues avec des soutiens prirent un ton plus grave. « On va parler aux avocats » dit Pierre. « Nous devons protéger les enfants » implora Nadège. « Et si on perd » demanda Karim. Et la réponse collective fut celle d'une résilience modeste mais décidée. Les menaces légales furent décrites en langage clair. Un cabinet d'avocats du PDG envoya une mise en demeure, le collectif reçut un courrier exigeant le retrait des publications et menaçant une procédure pour diffamation. Pierre expliqua, dans un passage technique accessible de 300 caractères environ, que la défense potentielle reposait sur la preuve documentaire, sur le témoignage des employés et sur la conformité des enregistrements.
Il précisa aussi que la prudence était nécessaire pour maintenir la chaîne de preuves et éviter tout piège procédural. Face à ces pressions, la stratégie du collectif changea. Formation de comité, calendrier d'action et tâches précises. On nomma un comité de communication dirigé par Claire, un comité juridique animé par Pierre, un comité de sécurité mené par Malik, un comité de solidarité avec Nadège et Sophie pour la collecte de fonds, et un comité de témoignage pour recueillir d'autres récits. Chaque comité avait une liste d'objectifs hebdomadaires, des rôles attribués et des méthodes de transparence pour gérer la collecte et la distribution des dons. Les semaines qui suivirent furent rythmées par réunions régulières, diffusion de contenu, appel à témoins et préparation d'actions coordonnées en ligne et hors ligne. Le mouvement employa des tactiques digitales, création d'une page de liaison, vidéo quotidienne, live avec interview et appel au témoignage, utilisation de hashtags pour créer une tendance. Offline, ils organisèrent des visites aux bureaux municipaux, déposèrent des pétitions chez l'inspection du travail et firent des pauses protestations devant des succursales. À mi-chemin de leur campagne, le CTA pour commentaires fut inséré naturellement, adressé à l'audience touchée. Si cette histoire vous a ému, nous comprenons que vous puissiez ressentir colère, tristesse ou espoir. Écrivez oui si vous avez déjà vécu ou vu une situation semblable, et dites en une phrase où cela s'est passé. Commencez par « dans ma rue » et racontez. Chaque message aide à briser l'isolement et peut inspirer d'autres récits. Nous lisons et sélectionnons des témoignages pour les partager et construire des épisodes futurs. Maintenant, revenons à la manière dont ce groupe a transformé l'indignation en action et ce qui est arrivé quand ils sont allés plus loin. Ce passage permit d'amplifier la participation et de créer un réseau d'histoires qui donna plus de poids aux revendications du collectif. Mais la route fut semée d'obstacles. Le PDG engagea des conseillers en communication pour décrédibiliser les récits, des articles sponsorisés insinuèrent des doutes et quelques voix dissidentes apparurent, tirant sur la corde fragile de la réputation du mouvement. Les tensions personnelles culminèrent à plusieurs reprises. Un voisin menaça de retirer son témoignage sous pression, une collègue craqua et considéra d'accepter un poste ailleurs, et les menaces anonymes firent vaciller la confiance. Chacune de ces scènes de tension fut décrite en 2 paragraphes serrés et riches en émotions. La première montra la fracture interne, quand la peur conduisit l'une des membres à se retirer. L'odeur du papier humide d'un message de menace sur sa table, le bruit d'une porte qui claque. La deuxième exposa la solidarité restaurée quand les autres mobilisaient ressources et paroles pour la protéger. Le goût d'un thé partagé à minuit, la sensation d'un dos rassurant posé sur une épaule et la promesse renouvelée de rester ensemble. Ces moments, au nombre requis, renforcèrent le caractère dramatique de la narration. La campagne s'affina. Auditions à la mairie, intervention d'une ONG nationale pour les droits des travailleurs, prise de position d'un syndicat et des articles d'enquête plus profonds qui mirent en lumière des pratiques salariales discutables. La médiatisation força une réaction officielle. On annonça une enquête interne à l'entreprise, puis une ouverture d'enquête par l'inspection du travail. En parallèle, des menaces juridiques se transformèrent en procédures effectives. La société intentait l'action pour diffamation, mais le collectif avait maintenant acquis assez de preuves pour se défendre. Les descriptions techniques des procédures judiciaires restèrent accessibles et crédibles. Dépôt de plainte, constitution du dossier, intervention des avocats, demande de communication de documents et mise en place d'auditions. Ces passages furent clairs et expliquaient en termes simples comment se construit un procès du travail. Conscient de l'importance d'entretenir l'élan, le collectif organisa des actions numériques coordonnées pour relancer l'intérêt. Infographie, témoignages vidéo, chronologie publiée et une série de podcasts menés par Claire où chaque épisode donnait la parole à un nouveau témoin. Les comités se rencontrèrent chaque semaine. La discipline et l'organisation permirent de maintenir l'énergie. Après 3 mois, les premières conséquences tangibles apparurent. Plusieurs responsables furent convoqués, une politique de révision des pratiques salariales fut annoncée par la direction sous pression publique, et la municipalité accepta d'ouvrir un audit sur les sous-traitants. Mais le plus important fut l'impact sur la vie d'Aïcha et de sa communauté. Son statut moral changea, elle reçut des messages de soutien, on lui proposa du travail supplémentaire mieux payé, et elle put inscrire ses enfants à un atelier de soutien scolaire. L'épilogue se déploya en 3 moments contrastés pour mesurer le legs de la mobilisation et la réalité quotidienne après la tempête. 1 mois après l'affaire, la tension était encore vive, mais les premiers effets se voyaient sur le plan concret. L'entreprise annonçait une révision interne des pratiques de ressources humaines, la mairie organisa une table ronde sur le travail et la dignité. Et Aïcha fut soutenue par une cagnotte citoyenne transparente gérée par Nadège et Pierre. On sentait l'odeur du café de la solidarité lors des rencontres, on entendait des applaudissements timides quand elle entrait au marché, et la présence physique des enfants à l'école donnait à Aïcha une respiration plus ample.
3 mois après, la presse nationale avait publié une enquête approfondie. Des représentants syndicaux portèrent plainte officiellement, des recommandations pour une meilleure surveillance des sous-traitants furent formulées. Et la communauté vit une augmentation des actions collectives. Plus de voisins participèrent aux réunions, de nouveaux témoignages apparurent et la notion de salaire digne fut au centre des débats. Municipaux. La vie quotidienne retrouvait un rythme moins précaire. La solidarité se traduisait en activités concrètes comme des ateliers de droit au travail animés par Sophie et Malik et on entendait les rires des enfants dans une cour rénovée par une initiative citoyenne. 6 mois plus tard, des changements plus structurels s'étaient installés. Un protocole de dénonciation interne fut créé dans plusieurs entreprises de la ville. La municipalité mit en place des inspections plus régulières. Certains contrats furent renégociés pour améliorer les salaires et les conditions, et des formations professionnelles furent offertes à des travailleurs précaires. Aïcha avait désormais un contrat écrit plus clair, des heures stables et une reconnaissance publique quand la mairie lui remit une lettre de remerciement pour son courage. L'impact judiciaire prit aussi forme. La plainte initiale déboucha sur une enquête officielle et des négociations qui mirent Laurent sur la défensive. Si la justice n'avait pas encore rendu son verdict, des changements administratifs et d'image avaient déjà été obtenus. Ces épilogues témoignaient d'une réalité nuancée. Les victoires étaient partielles mais réelles. La communauté avait gagné en dignité et en visibilité. Tout au long de cette histoire, certains mots revenaient comme un leitmotiv. Travail, dignité, solidarité, dénonciation, marche, hashtag, presse, procès, collectif, justice, humiliation, salaire, patron, mobilisation, communauté. Ils servirent de fil rouge et furent répétés pour renforcer le message. Nous ne sommes pas des ombres. Nous ne sommes pas des ombres. La conclusion emprunta une tonalité à la fois journalistique et émotive. L'insulte qui avait déclenché tout cela n'était pas qu'une phrase jetée dans un hall. Elle révéla une culture qui avait trop longtemps supprimé les voix. La preuve et la mobilisation permirent des changements concrets et mesurables, des révisions de contrats à l'ouverture d'enquêtes et un renforcement du tissu social local. La vie d'Aïcha et de sa communauté avait basculé vers une dignité retrouvée et la ville avait appris que le silence coûtait cher. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre que la résistance commence souvent par un geste modeste. Abonnez-vous pour suivre la suite et d'autres récits de personnes ordinaires qui font bouger les choses. Au bout du compte, il reste une phrase simple et répétée comme un refrain. Nous ne sommes pas des ombres. Nous ne sommes pas des ombres. Nous ne sommes pas des ombres.